vraiment partager avec toi cette mutation de la société et toi ce que tu peux apporter aujourd'hui avec tout ton parcours si riche. Et donc savoir quand est-ce que cette histoire-là a commencé pour toi, si tu fais un retour en arrière, où est-ce que tu situes ce point de réveil ou de prise de conscience. Bonjour, écoute, je suis tout d'abord très heureux, merci de me donner cette opportunité, puis surtout de partager, parce qu'effectivement les choses aussi se construisent en faisant. Donc je vais te parler en quelques mots de moi, autant que je me souvienne comment finalement j'arrive là où je suis aujourd'hui, en 3 mots, ce qui est toujours pas facile, mais on va essayer. Juste pour dire ce que je fais, aujourd'hui ça me permet de dire qu'est-ce que je choisis pour raconter mon parcours. Aujourd'hui, moi j'accompagne des collectifs, des structures, des personnes dans la transformation. Alors la transformation, elle est petite, elle est grande, elle est très grande pour certains, donc c'est très variable, mais c'est vraiment ce processus de l'accompagnement humain, organisationnel dans la société. D'accord. Alors, pour dire ce que je fais, comment je le fais, je vais choisir vraiment 2-3 moments très forts qui disent un peu ce que j'ai l'impression d'être, et en tout cas la note que je porte. Le thème de la conscience, pour moi, c'est un thème majeur, central, de recherche, et c'est quelque chose où chaque instant, je découvre, j'apprends. Donc, il n'y a rien de figé dans ce que je vais dire, je vais juste dire, voilà où j'en suis à l'instant T. Pour moi, mes premières expériences de reliance très fortes qui m'ont marqué, finalement, qui ont ouvert quelque part mon chemin, je remonte alors loin dans l'enfance, mais c'est souvent le cas. Voilà, c'est les moments marquants. Et dans l'enfance, je me souviens, ça m'a vraiment fait un effet comme ça, mes parents regardaient à la télé les films d'Arnaud Desjardins. À l'époque où ça passait à la télé. Donc je suis né en 62, donc on est dans les années, je ne sais plus, 66, 67, 68, je ne sais plus bien, mais c'est jeune enfant. Et je me souviens de l'impression extrêmement forte que ces films ont eu sur moi. C'est quelque chose qui est rentré là. Et je dirais que ça m'a presque gardé toute ma vie. Ce qui m'a gardé toute ma vie, c'est la connexion qui s'est établie à ce moment-là avec une partie de moi-même. Donc ça, si je dois remonter un événement très fort pour moi, qui dit comment je suis arrivé sur le chemin de la conscience en conscience, je remonte donc à l'enfance. Je ne sais pas dire la date, je ne vais pas chercher d'ailleurs précisément, mais c'est jeune enfant. Et de là, après, il y a quelque chose qui s'est ouvert, puis je me suis contenté de tirer le fil. Et dans le fil, il se trouve qu'il y avait chez moi toute une série de lectures. Ce que j'allais dire, tes parents étaient déjà un petit peu très intéressés par ouverts ces à ces sujets. Questions. Ouverts, ils avaient eux-mêmes, ils revendiquaient rien dans ce champ-là, mais j'avais chez moi, ça c'est une grande chance, une bibliothèque extraordinaire. Et il y a des livres qui m'ont marqué jeune. Qui ont été, par exemple, L'aventure de la conscience de sur Sri Aurobindo, écrit par Sartre. Je l'ai lu vers l'âge de 20 ans à peu près, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus les dates exactes, mais jeune. Et puis une série d'autres livres avant, Les aventures d'Alexandra David-Neil, par exemple, que mes parents avaient aussi dans leur bibliothèque. Et puis toute une série de livres comme ça, je ne vais pas les passer en revue, mais ceux qui m'ont imprégné fortement, qui font que finalement jeune, je me suis en conscience, parce qu'on peut aussi s'intéresser sans être trop conscient de ce qui se passe, mais j'ai eu la conscience de ce cheminement et cette quête et cette recherche de quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité. Et donc ça m'a amené, alors après je passe vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes et de rencontres. Des rencontres humaines aussi? Alors les rencontres humaines, pas tout de suite, non. Les rencontres humaines, je suis resté surtout dans mon milieu familial. Et puis à un certain moment, j'ai commencé à me mettre en quête d'enseignement, mais c'est vrai quand je refais le parcours, et je ne l'ai jamais dit comme je te le dis maintenant, mais j'ai mis longtemps avant de sortir pour aller voir des gens qui avaient des pratiques, des recherches dans ce champ-là. J'ai surtout fait un travail de redécouverte intérieure. Par exemple, mes premières expériences de méditation, oui, j'ai fait ça tout seul. J'ai vu Suzuki dit qu'il faut faire ça. Autodidacte. Suzuki, hop, on y va, et puis la conscience s'ouvre, la respiration se rythme, etc. Et puis ça ne me paraissait pas anormal, c'était dans le livre, quoi. Je me souviens de ça parce que je crois que mes premières expériences, vraiment qu'on peut appeler une méditation, c'était avec les livres de Suzuki. Je crois
me souvenir de ça. Mais pareil, sur le travail sur les champs énergétiques, bon, je lisais des livres sur les champs énergétiques, donc j'essayais de pratiquer des choses sur la conscience énergétique, mais tout seul, quoi. Je sais pas, au début, je peux pas dire que j'ai suivi un enseignement. Ce que j'entends là, c'est que quelque part, la chance de la conscience emmène le chemin de conscience oui, aussi. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as tiré le fil, parce qu'il y a eu un premier moment révélateur. Oui, voilà. Ce qui n'est pas donné non plus à... Non. C'est une chance. C'est une grande chance. Et ensuite, de l'honorer, c'est une seconde chance. Voilà. Et après, pour être très rapide, parce que sinon je peux être long, très vite, moi, ce qui m'est apparu, c'est qu'au fond, il y avait plein de chemins, plein de chemins. J'avais la bibliothèque de mes parents où il y avait plein de chemins, donc je regardais, il y a plein de chemins. Et qu'en fait, vraiment, il n'y a qu'une source unique, la source de vie, et cette source unique a de multiples visages. Et je ne me suis jamais senti comme appartenant à un seul visage. Voilà, c'est tout. Je ne cherche pas tellement plus d'explications à ça, même si je peux avoir des interprétations, mais peu importe. Il y a cette source unique. Et du coup, après, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient cherché là-dessus, qui avaient pratiqué dans ce que certains ont appelé la tradition primordiale, par exemple, comme René Guénon, qui fait remonter à, effectivement, une source unique de connaissance et de sagesse, finalement l'expression de toutes les traditions. Mais c'est une façon de le dire, il y a d'autres façons de le dire. Et d'ailleurs, ça m'a paru toujours une source d'incompréhension profonde qu'on puisse séparer. Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on sépare. Je peux comprendre l'expression du multiple, je n'arrive pas à comprendre la séparation. Je ne comprends pas. Alors du coup, après, je m'adapte, je vis avec ça. Mais ça me paraît tellement... voilà. Il y a eu un parcours, parce que comme tout le monde, chemin faisant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Bon, c'est bien tout ça, mais j'ai eu un moment, la tentation, c'est vrai, à un moment je me suis dit, je vais me faire moine. Ouais, ça m'a... Moine, alors dans différentes traditions, hein, j'avais une forte attirance pour le Tibet, mais aussi j'ai été voir les cisterciens, etc. Et là, je me souviendrai toujours de ça, j'avais été dans un monastère cistercien où j'avais rencontré un frère, enfin je ne sais pas bien, il m'avait dit, mais oh là, surtout pas, va vivre dans le monde, tu reviendras après si t'as envie, quoi. Je me souviens de ça. Bon, puis pour le Tibet, c'est un peu pareil, les représentations que j'avais. Et du coup, je me suis dit, non. Là aussi, vers 18-19 ans, c'est évident que mon chemin, c'est dans le monde. Et puis de toute façon, après, je l'ai mieux formulé, hein, je le formule comme maintenant, la transformation, ça ne peut être que dans le monde. Ça ne peut pas être dans un endroit enfermé, etc. Ça, c'est utile, mais c'est pas là que ça se passe. Ou un endroit enfermé, mais en contact, un endroit enfermé dans le sens intériorité, une grotte, oui, mais justement, qui soit connecté. Alors justement, tout mon parcours m'a amené à ça. Après, je vais assez vite. Après, je me suis dit, concrètement, il faut que je fasse quelque chose quand même. Je faisais plutôt des études de droit, de gestion, de choses comme ça. Le monde de l'entreprise, je ne le voyais pas bien du tout. C'était un lieu pour moi on produit de l'argent, etc. Mais tout de même, quand même, ça c'était quand j'avais une petite vingtaine, un peu avant 20 ans. Et puis assez vite, j'ai commencé à bouger. Puis il y a eu un livre aussi, pour parler de moments forts, qui m'a fait vraiment basculer dans la compréhension. Alors c'est vieux, on est dans les années, alors je ne sais plus les dates exactes, mais 82, un peu avant, entre 80 et 82. Ce livre s'appelle toujours Le Prix de l'Excellence. Le Prix de l'Excellence a été un succès fulgurant en management à l'époque. Je suis tombé là-dessus, j'ignorais tout de ce monde-là. Et là, je me dis, tiens, il y a des gens dans les organisations humaines qui pensent justement à l'humain. Au fait, il y a un métier, il y a des métiers qui s'occupent de ça, de l'humain, dans des organisations tournées vers l'action, parce que j'étais intéressé quand même par, ça c'est un peu mon tempérament, par l'agir, par le faire aussi. Et c'est quoi ce monde d'abord, c'est quoi ces métiers, etc. Et puis très vite, j'ai découvert qu'il y avait, alors c'était une voix qui s'est présentée, quelque chose qui s'appelait les ressources humaines. Je me suis formé aux ressources humaines, voilà. Et puis, j'ai démarré sur ce chemin-là, sur le plan professionnel, mais sans perdre du tout le travail que je faisais par ailleurs, qui pour l'instant, pendant de nombreuses années, est resté extrêmement discret et en arrière-plan. C'est-à-dire, je me dis toujours, si je porte quoi que ce soit sur ce sujet-là, ça doit juste se voir dans mon action et dans mon être, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'arriver avec une pancarte et disant, regardez, je fais de la méditation, voilà. Et donc, pendant pas mal d'années, effectivement, jusqu'à, je vais vite,
mais jusqu'à peu près mes 40 ans, finalement, j'ai continué un travail parallèle sur comment essayer de vivre le plus possible en conscience et en lien avec ce que je croyais être mes valeurs en termes d'humanité, etc., dans un monde qui pousse à tout le contraire. Dans un monde qui est dur, dans un monde qui est séparé, dans un monde qui est individualisé. Alors on essaye dans des métiers comme les ressources humaines, avec parfois beaucoup de mal et beaucoup de souffrance, de tenir les deux bouts, ce qu'on appelle l'efficacité économique, le lien social et puis le respect des personnes. Voilà, de tourner sur ce triangle-là, pas facile. Donc là, c'est quand même important ce point, parce qu'il y a cette démarche-là intérieure et de prise de conscience, et de l'autre côté, ce constat d'une nécessité d'œuvrer dans le monde, et principalement sur la souffrance dans l'entreprise. Alors, je ne leur ai pas dit que la souffrance, mais elle fait partie du cheminement, de voir que c'est dur, quoi, c'est dur. Et comment, voilà, on essaye d'ouvrir un peu le cœur dans l'entreprise, difficile, même aujourd'hui c'est plus facile parce qu'on peut dire ces mots-là. À l'époque, moi je ne disais pas ces mots-là, j'essayais juste de faire ce que je pouvais faire de mieux, en alignement avec mes valeurs, y compris dans des moments particulièrement difficiles, quoi. Et comment s'est fait la jonction, du coup, de ce que finalement c'est ton apport spécifique, c'est cette jonction entre ces deux dimensions-là? Alors, il y a eu une grande étape après, quand j'avais à peu près 40 ans, qui a été de dire, il me semble que le monde des organisations telles qu'elles sont, et je pense toujours ça en partie, sont trop limitées. On met beaucoup trop de combats en interne pour transformer les choses, et c'est le cas de tous mes clients d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis indépendant. C'est de voir tous ces gens qui luttent dans les organisations pour essayer de faire prévaloir autre chose, plus d'humanité, plus de reliance, etc., mais avec un système économique qui est conçu sur des valeurs diamétralement opposées, que sont la séparation, la compétitivité à outrance, compétition à outrance, ce monde au fond de la prédation, qui est la règle de base dont on nous explique que c'est la seule qui marche alors qu'on sait que c'est faux. Mais voilà, c'est ça le combat et la tension, et c'est là que ça se passe. Donc, je sors de ce monde-là, en quelque sorte, je deviens indépendant et je me mets à accompagner des structures. Et dans cet accompagnement de structures d'entreprise, je rentre aussi dans le monde, à ce moment-là, de façon plus consciente, avant c'était intellectuel, de la citoyenneté. Et de cette citoyenneté qui pousse déjà, donc là, ça fait donc, j'évoque, je vais avoir 57 ans, ça fait 17 ans à peu près, qui pousse déjà, qui commence à pousser, à dire, on veut inventer des nouvelles formes. Et je m'inscris dans cet accompagnement-là, et là, pour aller très vite, je rencontre toute une série d'initiatives sociétales, dont je tiens à le citer, parce que pour moi ça a été fondateur, Interaction, Transformation personnelle, Transformation sociale, qui s'inscrivait dans tout un mouvement porté par la pensée complexe, Jacques Robin, Pierre Morin, Patrick Livret, qui pour moi ont été quand même des lieux de rencontre exceptionnels, de personnes exceptionnelles que je continue avec chance à côtoyer. Et effectivement, de là, de voir que toute cette émergence, dont d'ailleurs on peut dire que pour partie seulement, mais pour partie l'expression actuelle en France des Gilets jaunes est un fruit, dans une partie de son expression, uniquement, bien entendu, je suis précis là-dessus. Là, tous ces groupes, ces personnes qui disent « mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent dans la société, ça ne viendra pas d'en haut, le haut est verrouillé pour plein de raisons qu'on pourrait expliquer, mais ce n'est pas le lieu ici, le haut est complètement verrouillé, alors ça doit venir du bas, et en parallèle, ça doit venir aussi de moi à l'intérieur. Je n'ai pas à attendre que l'extérieur me donne tous les outils, toutes les informations. J'ai à moi faire cette traversée de l'intériorité. Et c'est là qu'on pourrait dire le monde de l'extériorité et le monde de l'intériorité, pour moi, se sont vraiment rejoints de façon visible, parce qu'avant c'était un peu invisible, et que depuis maintenant, effectivement, 17 ans, je chemine là-dessus. Voilà. Et donc après, ça m'amène à dire qu'est-ce que je fais et comment je vois les choses par rapport à ça. Mais pour mon parcours, c'est vraiment comme ça que j'essaierai de le résumer en quelques mots simples. D'accord. Voilà. Et donc, pour résumer, aujourd'hui, tu accompagnes à la fois des collectifs, des organisations, des associations, des entreprises sur cette démarche. Et des personnes aussi dans la pratique qui s'appelle le coaching. Voilà, ça porte un nom professionnel, ça s'appelle le coaching, mais en fait c'est l'accompagnement d'une personne autour d'une problématique, d'un sujet qui la concerne dans l'action. Moi je ne suis pas un thérapeute, comme certains font ce travail thérapeutique intérieur, j'accompagne des personnes dans l'agir.
D'accord. En même temps, ce que j'entends, c'est que tu as discerné des émergences sur lesquelles tu t'es greffé aussi, c'est-à-dire que tu as accompagné une émergence pour la rendre possible et la démultiplier au sein des groupes, au sein de... Alors, ce que je voudrais pour ça, c'est peut-être partager quel est le modèle et la représentation qui m'anime, pour dire finalement mon travail, dans quoi je le situe et pourquoi je pense que c'est une perspective de transformation importante. Pour être vraiment très synthétique, aujourd'hui, donc on le voit bien, on est dans un grand moment de mutation totale. Oui. Il y a 17 ans, quelques personnes le disaient, des intellectuels surtout. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Bon, quand même, on a fait... Prise de conscience. Prise de conscience, c'est fait. C'est total. Il n'y a pas un sujet, une thématique, je dirais un règne, je parle du règne du vivant, qui ne soit pas concerné. Bon, donc ça c'est déjà... sauf qu'on ne tire pas toutes les conséquences de ça, mais ça semble établi. Bon. On est donc dans un grand passage. Ce grand passage, il a 3 phases. Il a une phase de décristallisation, pour être très très simple, décristallisation, on pourrait dire dissolution, ça ressemble à un processus de mort-renaissance, très clairement. Donc dissolution, les choses commencent à s'effondrer, la collapsologie a tiré le trait de cette partie, il n'y a pas que cette partie, c'est pour ça que la collapsologie peut être perçue comme très anxiogène, mais il y a une partie du passage qui est anxiogène dans le processus de mort, il y a un passage anxiogène très fort. Donc dissolution, décristallisation, passage et recristallisation, pour faire très très simple. Et dans cette décristallisation dans laquelle on est maintenant, qui amène forcément des effondrements, etc., il n'y a pas d'autre chose à faire que, 1, de prendre conscience de la décristallisation, et de 2, d'œuvrer au plus fort de ce qu'on peut faire pour installer les nouveaux repères, les nouveaux systèmes, les nouvelles façons d'être qui vont permettre de faire un passage le moins douloureux possible et permettre surtout la recristallisation. Parce que le grand problème, il y a le problème du passage qui est énorme, et aujourd'hui on commence à peine à prendre la mesure du fait qu'il faut organiser le passage collectif et individuel, mais on en est qu'au début de la prise de conscience, parce que si partout on disait il s'agit d'organiser un passage vers une transformation, mais alors on agirait complètement différemment. Aujourd'hui on agit comme il s'agit de maintenir un système qui s'effondre. Donc forcément, violence, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, qui commence à être connu. Donc, comment on accompagne la grande question? Et la deuxième grande question qui va bien sûr en même temps, c'est, mais cristalliser pourquoi? Vers quoi? C'est quoi la cristallisation qu'on veut? Alors, pour faire très vite, très caricatural, la cristallisation libérale, marchande, est terminée. Elle est en train de mourir, de nous faire mourir, surtout. Avant ça, on a eu les grandes cristallisations de type collectiviste qui aussi ont montré leur fin. Et le consensus qu'on avait trouvé de type sociodémocrate sur le plan sociétal trouve aussi sa limite. Pourquoi? Parce qu'il n'est que horizontal, il n'intègre absolument pas les dimensions de reliance et les dimensions de dilatation de la conscience. Donc c'est complètement verrouillé. Il y a un autre grand projet dont je parlerai très peu, d'abord parce que je ne le partage pas, qui est en préparation, qui est déjà devant nous, c'est le projet de l'humain augmenté et du transhumanisme, qui va nous enfermer dans la matière lourde et dans une matière, je parle de la technologie, qui est animée par des pensées et des systèmes dont la note principale sont le contrôle et la domination. Donc on a ce grand projet, si je peux appeler ça un projet, pour l'humanité, qui est en route avec des milliards investis pour y arriver. Donc là, à côté de la catastrophe écologique, je dis, il y a au moins la catastrophe de la colonisation technologique qui est au moins aussi importante. Et les deux sont à mettre au même niveau. Si on veut un autre projet qui mette l'humain au centre, il est temps, mais il n'y a pas d'autre moyen que celui-là, que tous les individus s'en emparent et créent des vortex d'énergie, c'est-à-dire pour émettre des nouvelles fréquences qui permettent à ce champ-là, donc je situe ma pensée dans le champ unifié de conscience, pour dire ça, puisse se matérialiser. Sinon, il ne se matérialisera pas. Donc, il faut aujourd'hui des groupes qui sont animés en conscience, qui portent effectivement un corps, une âme et un esprit, qui permettent à ces vibrations de se matérialiser.
Donc c'est très concret après, c'est comment on est, comment on s'organise entre nous, comment on vit en reliance, comment on gouverne, tout ça est extrêmement concret. Mais le plan global, l'image globale, pour faire vite, c'est celle-là. Voilà. Alors après, dans le temps qui reste, je peux dire qu'il y a tout un travail, et c'est le travail que j'essaye de faire, de dire comment un groupe arrive à prendre conscience qu'il est un être vivant, que cet être vivant a un corps, une âme, un esprit. Comment on s'occupe du corps, c'est toute la gouvernance, c'est tout comment on agit ensemble, comment les individus travaillent sur eux tout en travaillant sur le groupe. Ça c'est très concret, des outils très pratiques. Le cœur, c'est dans le cœur, nous portons tous dans notre cœur des énergies profondes de joie et de connexion au plan les plus élevés, et nous portons aussi l'image idéale de ce que nous sommes. Donc c'est la vision, comment on travaille la vision, et tous les groupes sont animés par une vision, par un cœur qui a fait qu'à un moment on s'est regroupé pour un projet. Ça, c'est comment on anime ça en permanence, c'est une flamme, hein, c'est un feu qu'il faut entretenir avec beaucoup de soin et d'amour. Et puis l'esprit, ce sont toutes les techniques, là c'est très concret aussi, de comment on travaille la présence quand on est les uns avec les autres, très concrètement, comment on travaille avec le vide, qui est souvent en cercle hein, dans le travail des groupes, pas toujours, mais le cercle est une figure très importante, une forme très importante. Comment on fait pour faire émerger du cercle une énergie créatrice entre nous, et comment ça on s'en sert comme un outil d'inspiration et d'élévation du niveau de fréquence, hein, c'est très très concret. Voilà, c'est ça le travail, c'est de créer en tout lieu des bulles de conscience alternatives, mais intégrées, et c'est pour ça que la transformation individuelle n'est plus suffisante, parce qu'elle ne peut pas faire la reliance avec le monde matériel concret. Dans des bulles, alors c'est quoi des bulles? Ce sont des lieux, ce sont des territoires, ce sont des groupes humains qui à un moment décident de changer de fréquence. Et si on voulait faire un accompagnement d'une transformation qui aille vers ça, il faudrait aujourd'hui créer des milliers, des dizaines de milliers de bulles en conscience, expérimentées, parce que alors le chemin n'est pas qu'un chemin facile, puisqu'au passage il faut faire tous nos nettoyages sur l'empreinte écologique, sur tout ça. On commence par ça, avant de monter en fréquence, on traite l'empreinte écologique, et on sait maintenant que c'est un grand travail pour nous tous, qui est difficile, il faut le dire, qui est difficile, donc il faudra avoir des outils pour traiter les situations difficiles, et il y en a beaucoup. Voilà. Donc je pourrais comme ça développer longtemps, mais ça donne l'esprit du travail. D'accord. Eh bien, il reste du chemin, et on se souhaite bonne chance. Si chacun prenait cette idée de dire, moi, à quelle bulle j'appartiens, qui est une bulle qui fait grandir le monde, parce que, eh bien, c'est la meilleure contribution qu'on puisse avoir pour la transformation d'aujourd'hui. Comment je mets là où je suis, pas besoin d'aller chercher ailleurs, une nouvelle conscience, mais avec d'autres, pas tout seul. Voilà. Donc, on proposera aussi des ressources et voilà, des aides pour accompagner ça. Oui, pour faire le chemin et découvrir le chemin, parce que rien n'est écrit sur ce sujet. Exact. À venir. Voilà, c'est ça. Merci Yvan. Merci à vous.